Alors, c'est surtout comme collectionneur de monnaie, en fait, et comme expert en monnaie, que Ortelius est connu. Il a rassemblé une collection assez importante de monnaies grecques et romaines. Cette collection est considérée comme une des plus importantes de l'époque, et surtout, elle est surtout considérée comme un modèle à imiter. En 1573, et j'ajoute une parenthèse, vous remarquez que la plupart des travaux d'Ortelius en cartographie sont accompagnés ou se développent en parallèle avec d'autres activités qui ne sont pas simplement cartographiques. C'est ce point que je veux souligner. Et donc en 1593, Ortelius fait paraître une étude dont donne le début du titre en latin, De Ovum Deorumque Capita ex vetustis numismatibus, je laisse la suite, qui est en fait une étude qui est consacrée à ces pièces les plus rares. Alors la collection d'Ortelius va le mettre en contact avec de nombreux érudits de premier plan, dont je ne vais pas donner le nom. Et surtout, et c'est là que je voulais en venir, cette collection est exploitée par Ortelius lui-même dans sa cartographie historique, c'est-à-dire qu'il insère très souvent dans les textes qui sont placés au revers des cartes, et parfois également dans les cartes elles-mêmes, il insère des reproductions des monnaies qui sont issues de sa collection. Les reproductions de monnaie viennent, pour ainsi dire, attester par l'image la vérité de son récit. J'ajoute donc qu'Ortelius acquiert en 1592 une maison pour y rassembler et pour exposer au public, donc le fruit de ses recherches, dans ce qu'il appelle son cabinet des merveilles et qu'il appelle aussi son musée, tout simplement. Donc je ne vais pas aller plus loin dans la description de l'univers de l'humanisme érudit qui est celui d'Ortelius. Ce que je peux en induire, ou ce que j'en conclus, c'est que son engagement dans la restitution cartographique de l'histoire ancienne, qui va se développer de manière extrêmement soutenue à partir des années 1580, n'est pas du tout, contrairement à ce qu'il dit, n'est pas du tout quelque chose de supplémentaire ou d'accidentel, mais ça s'inscrit dans le droit fil de ses activités et préoccupations d'antiquaire et de collectionneur. Como colecionador, uma das coleções mais importantes que Ortelius ficou conhecido foi uma coleção de moedas. Ele se tornou um grande conhecedor em numismática, e essa coleção de moedas gregas e romanas, que foi considerada uma das coleções mais importantes do seu tempo, como um verdadeiro modelo a imitar. Em 1573, ele publicou um estudo ilustrado por Philippe Gall, consagrada às peças mais raras da sua coleção. E essa coleção o colocou em contato com muitos eruditos do primeiro plano, destacados como Lepoix, Orsini ou Sambucus. Mas, principalmente, essa coleção, a imagem anterior, ela foi explorada na cartografia histórica. Ortelius inseria seguidamente nos textos ou nas costas dos seus mapas reproduções das moedas, né, da sua coleção, que vinham atestar uma imagem ou garantir a veracidade da sua informação. E ele chegou a ter uma coleção tão grande que em 1592 ele comprou uma casa para colocar junto e expor ao público essa sua coleção. Ele chamava isso de Gabinete das Maravilhas ou mesmo de um museu. Não é necessário, então, se estender na descrição do universo desse humanista erudito, né, que era o caso de Ortelius. Seu engajamento na reconstituição cartográfica da história antiga, que ele vai se dedicar principalmente a partir de 1580, se inscreve, então, conjuntamente com as suas atividades de antiquário e colecionador. Alors, Ortelius adopte également une conception tout à fait précise des rapports entre la géographie et l'histoire, que je voudrais développer maintenant.
1592, pour la première fois, donc, Ortelius va placer un frontispice de type architectural devant les cartes du Parergon. Et ainsi, il marque clairement l'indépendance du projet éditorial et intellectuel. Sur le frontispice du Parergon, vous pouvez lire une formule, Historiae Oculus Geographia, la géographie est l'œil de l'histoire, ou des histoires, si on prend le titre de l'édition espagnole. Bon, c'est cette formule qui est bien connue, que j'aimerais néanmoins commenter rapidement. L'origine de la formule est obscure encore, mais comme vous le savez peut-être, puisqu'on la retrouve jusqu'au XIXe siècle, c'est une formule qui va connaître une très longue fortune. Cette devise est déjà présente dans la préface de la première édition du Theatrum Orbis Terrarum. La préface du Theatrum, donc, est pour Ortelius l'occasion de définir la nature, la méthode et les objectifs de son entreprise. Et à cette occasion, justement, il évoque les rapports entre la géographie et l'histoire. Et c'est là que l'expression « œil de l'histoire » apparaît dans le texte. Donc, je vous montre en même temps que vous traduisez. Mas Ortelius adotou igualmente uma concepção precisa da relação entre geografia e história. Em 1592, na verdade, pela primeira vez, ele colocou, e era a imagem anterior, um frontispício de tipo arquitetônico, antes das cartas do Parergon, marcando assim claramente a independência de seu projeto editorial e intelectual. Debaixo do frontispício, pode-se ler uma fórmula que ele escreveu, a geografia como os olhos da história. A origem exata dessa fórmula permanece obscura, mas sabe-se que ela vai conhecer uma longa fortuna na relação entre história e geografia. E essa expressão aparece até o século XIX. Na verdade, ela já aparecia na primeira edição do Theatrum Orbis Terrarum, no prefácio, quando Ortelius, então, teve a ocasião de definir a natureza, o método e os objetivos da sua empresa. Ele evoca, então, que está nesse texto aí, ele vai destacar só uma parte, que está bem ali no meio, no qual o Ortelius já coloca essa ideia da geografia como os olhos da história. On trouve là donc un premier argument, un premier élément des relations entre géographie et histoire qui est tout à fait traditionnel. La géographie est présentée comme un instrument nécessaire à la compréhension des histoires, qu'elles soient sacrées ou profanes, et plus précisément la géographie, la cartographie est présentée comme une aide indispensable à la lecture des textes anciens. Alors, Ortelius prolonge ici une tradition qui est très ancienne et qui a été réactivée à la Renaissance. Je ne donne pas un texte, je pourrais vous donner, si je vous le donne, un texte du XIIIe siècle de Paulin de Venise qui reprend la même idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la carte donc, fonctionne comme une attestation du texte. Elle permet de le comprendre et elle permet surtout de construire dans la mémoire l'image mentale de ce qui est évoqué dans le texte. C'est le cas chez Ortelius pour l'histoire sainte, par exemple. Je vais lire le texte et après je vous laisse. Lorsqu'il évoque l'histoire sainte, et en particulier le voyage de Saint Paul, voyez, semblablement, en lisant du voyage que fait Saint Paul de la ville de Jérusalem vers Rome, si le lecteur entend par le moyen de la carte en quel endroit du monde Jérusalem est situé et comment les îles de Chypre, Rhodes et Malte lui sont en chemin, etc., etc., non seulement il entendra le dit voyage tant mieux, mais il le retiendra plus longtemps et le pourra raconter de paroles, l'expliquer et le faire entendre aux autres avec plus de grâce.
Então, a geografia é apresentada como um instrumento necessário à compreensão das histórias sacras ou profanas, mais precisamente como uma ajuda indispensável à leitura dos textos antigos. Ortelius prolonga aqui uma tradição reavivada pelo humanismo do renascentismo, mas, sem dúvida, muito mais antiga do que isso, como já tinha proposto Paulin Venice, cerca de 1280, que ele já pensava que era impossível fazer uma descrição do mundo sem fazer uma representação desse mesmo mundo. Os mapas funcionam assim como atestação do texto. Ela permitia compreender e construir a memória de uma imagem mental que é evocada pelo texto. É o caso, por exemplo, que Ortelius justifica para a história santa. Ele dizia, então, esse texto aqui, eu não vou ler o texto inteiro, vou só destacar, que no que dizia respeito às viagens feitas por São Paulo, da cidade de Jerusalém até Roma, então que era importante fazer um mapa desse trajeto, porque somente assim o público poderia entender a viagem, e também guardar essa viagem, a memória da viagem, mais tempo, que seria melhor então do que as palavras. E, além de tudo, seria possível compreender essa viagem com mais graça. Alors, effectivement, si la géographie permet de lire les textes, c'est surtout parce qu'elle possède le pouvoir de montrer les lieux où les actions se déroulent. En d'autres termes, il n'y a pas de lecture sans visualisation des lieux. C'est la puissance de visualisation offerte par la carte qui en fait un auxiliaire, un outil indispensable à la lecture. En d'autres termes, on voit l'histoire par la géographie, c'est-à-dire par la carte, et je me contente de vous montrer donc un texte d'un contemporain d'Ortelius, qui est Antoine de Pinet, chez qui on retrouve la même idée, que lire et comprendre ce qu'on lit, c'est d'abord voir. Donc la géographie possède chez Ortelius cette fonction générale de représentation de l'histoire, de telle manière, je le cite, c'est toujours dans la préface du Theatrum Orbis Terrarum, qu'il semble que l'on voit l'histoire de ses propres yeux comme un miroir et que l'on y soit en présence. Voir l'histoire de ses propres yeux. Je vais commenter cette formule dans un instant. Mas, se a geografia permitia de ler os textos, ela possuía principalmente a virtude de mostrar os lugares onde as ações se desenrolavam. É essa capacidade, esse poder de visualização da carta, que ela se tornava uma ferramenta indispensável à leitura. A gente vê isso, por exemplo, na história, está nesse texto aí, escrito por Antoine de Pinet, para a geografia, no qual ele explicava ali em cima que era importante o entendimento da geografia para você entender a travessia que Moisés tinha feito do Mar Vermelho. E a geografia, então, se tornava um complemento à história sacra e cristã. A geografia possuía, igualmente em Ortelius, essa função general de representação da história, de tal maneira que parecia que o leitor via a história com seus próprios olhos, como se fosse um espelho, como se estivesse mesmo diante do acontecimento. Alors, en fait, avec cette formule, voir de ses propres yeux, Ortelius applique à la géographie une conception de la preuve historique qui vient de l'Antiquité. L'historien doit établir la vérité de son récit en rendant les faits visibles au lecteur pour que ce dernier en devienne comme le témoin. On trouve ça, par exemple, chez Polybe. Je ne veux pas développer. Ce que je veux simplement souligner, c'est que l'historien donc doit donner à voir ce dont il parle, et pour cela il utilise un procédé rhétorique, un procédé qui relève de la rhétorique des affects, qu'en grec on appelle l'enargeia, que le latin on traduit par evidentia,
Rendre un discours ou un objet énargues, c'est le rendre clair, visible, palpable, c'est le mettre en lumière, de telle sorte qu'il paraisse comme vivant devant un regard. Então, Ortelius prolonga e dá à geografia uma concepção de prova que vem da antiguidade. O historiador deve estabelecer a verdade do seu texto, tornando visível ao leitor, né, esses acontecimentos que se tornam, então, testemunhos. O historiador deve dar a ver aquilo que ele fala. É por isso, então, que ele chama esse processo de uma retórica, um texto aqui um termo em latim, energia, que significa evidência. Ou seja, um discurso que se coloca em evidência, que se torna claro, visível, palpável, que se coloca à luz, né, da qual se dá a luz de tal sorte que parece mesmo vivo diante de um olhar. Alors, je laisse de côté je laisse de côté. Hein. Donc, la notion d'énargueia joue un rôle donc démonstratif pour l'historien et en fait, dans le domaine de la géographie historique, c'est la carte qui va avoir cette fonction d'évidence dans l'économie du discours de l'historien. Pourquoi ? Parce que la carte fournit un support à l'imagination du lecteur. La carte fournit au lecteur la matière dessinée, gravée et imprimée qui permet à l'esprit d'imaginer et de concevoir l'objet de sa lecture. Nous avions, ce matin dans un séminaire, je fais une parenthèse, il y avait un exposé sur la géographie pédagogique ou la didactique géographique au Mexique. Ça relève à mon sens de la même histoire. Donc la carte inscrit dans le récit historique le sens et l'animation qui vont donner à ce récit sa force de vérité, tout simplement parce que la carte montre le récit en un tableau et en un lieu. Et c'est dans ce sens qu'on peut parler d'une théâtralisation de l'histoire par la géographie, qui est la conséquence sans doute de la théâtralisation du regard géographique lui-même, qui a permis tout simplement au préalable de transformer le lecteur en spectateur. Ortelius y ramène dans les cartes qui sont consacrées au voyage d'Abraham et de Saint Paul, jusqu'à placer autour de la carte des vignettes qui représentent différents épisodes de l'histoire à laquelle la carte correspond. A evidência possui, então, nesse sentido, uma função demonstrativa para o historiador. E o mapa ocupa uma função de evidenciar precisamente o discurso histórico. Ela fornece um suporte à imaginação do leitor. Ela fornece ao leitor a matéria, o desenho gravado e impresso que permite ao espírito de imaginar e conceber o objeto que ele está lendo. Né? Ele fez uma parte aqui chamando isso de uma geografia pedagógica. Dessa maneira, a carta inscreve num contexto histórico o sentido e a animação que lhe dá a força de verdade, porque simplesmente ela constrói, né, um quadro ou um lugar. Né? Então, ela permite essa visão do espaço onde a história se desenrola. É nesse sentido que se pode falar de uma teatralização da história pela geografia, consequência, sem dúvida, da teatralização do olhar geográfico sobre ele mesmo, que permite transformar o leitor em espectador. Ortelius irá mesmo, nas cartas consagradas à peregrinação de Abraão e de São Paulo, colocar em torno da carta vinhetas representando diferentes episódios da história ao qual a carta corresponde. Alors la question que je voudrais poser maintenant est la suivante. Donc si la carte permet de mieux voir, pour ainsi dire, les lieux de l'histoire ancienne,
et ainsi donc de mieux comprendre cette histoire, comment cependant Ortelius va-t-il concevoir cette histoire? Comment est-ce qu'il la conçoit? Comment est-ce qu'il la juge? Et comment il la représente? Comment il la représente, lui qui, dès le début du Parergone, dans la première carte, intitulée Vive Veteris Typus Geographicus, et dans le texte qui accompagne cette carte, il avait donc marqué en quelque sorte, et c'est ce que je vais commenter, la distance irrémédiable qui sépare le monde géographique des modernes, issu des grandes découvertes, si l'on veut, et celui des anciens. Então, a questão que se coloca em seguida é o seguinte: se o mapa permite dar o lugar da história antiga e assim melhor compreendê-la, como que Ortelius compreende a história? Como que ele a julga? E como que ele a representa? E desde o início do Parergone, nesse mapa, né, cujo título está lá no alto, e no texto que acompanha, ele marca uma distância irremediável que separa o mundo geográfico dos modernos, quer dizer, das grandes descobertas, daquele dos antigos. Alors, cette carte donc, est publiée par Ortelius en 1590 et elle peut être envisagée comme une démonstration exemplaire de la manière dont s'effectue la rupture avec le savoir géographique de l'Antiquité, ou ancien, on va dire. Donc cette carte nous permet d'observer de manière précise ce que j'appellerais l'opération herméneutique par laquelle les cartographes du XVIe siècle se sont progressivement approprié l'héritage ancien tout en le mettant à distance, selon un processus d'ailleurs dont Mercator a marqué le terme. Então, é esta carta publicada por Ortelius em 1580 que nos permite ver como um exemplo marcante da maneira que ele efetua a ruptura entre o saber geográfico antigo e o moderno. Ela nos permite observar de maneira precisa a operação hermenêutica com a qual os cartógrafos do século XVI se apropriam da herança antiga, mas a colocando à distância, segundo um processo que foi muito marcante também em Mercator. Et c'est justement cette opération que je vais commenter. Ortelius donc place sur une map moderne la représentation de la Terre que connaissaient les anciens, afin d'en marquer à la fois l'étendue et les limites. Il prend le mot ambitus. Et afin de prendre la mesure de ce qui l'éloigne, lui, Ortelius, de ce qui éloigne, cette représentation de la Terre, du monde du XVIe siècle. Il s'agit pour Ortelius, avec cette carte un peu étrange, de sanctionner un événement. Un événement qui a été provoqué par la navigation de découverte. Cet événement est le suivant: le monde habitable s'est étendu au-delà des limites fixées par la tradition et l'existence de terres jusqu'alors inconnues a été révélée. Cette amplification géographique de l'écoumène s'illustre de manière littérale sur la carte, ou plutôt sur ce que j'appellerais une image, qui montre dans des vignettes, cette image donc, dans des vignettes placées aux quatre coins du cadre, la nouvelle figure du monde connu, détaillée en ces quatre principales parties. Cette extension spatiale a la force d'un événement intellectuel, Ortelius va souligner la portée intellectuelle de cet événement en mettant en œuvre une stratégie iconographique tout à fait concertée. En effet, dans chacune des vignettes, les nouvelles coordonnées du monde connu sont données en latitude et en longitude, de telle manière que l'étroitesse de l'écoumène qui était conçue par les anciens est alors dévoilée. Là où les anciens enfermaient la Terre connue entre le 68e parallèle nord et le 20e parallèle sud, et à l'intérieur de 160 degrés de longitude, l'orbis terrarum des modernes se développe sur presque tout le globe. Là où, comme le signalent les commentaires placés sur la carte elle-même, les anciens divisaient la Terre en zones habitables et non habitables, des mondes jusqu'alors inconnus se sont ouverts.
en plaçant la représentation ancienne du monde, pour ainsi dire, à l'intérieur du cadre de ces mondes nouveaux, Ortelius souligne non seulement la différence d'échelle entre le monde des anciens et celui des modernes, mais aussi la distance intellectuelle qui sépare les temps anciens de l'époque qui était ouverte par une navigation de découverte vers l'Afrique et l'océan Indien, puis vers l'Amérique et le Pacifique. Bom, eu vou resumir. Então, o Ortelius, nesse mapa, coloca uma representação do mundo antigo no interior de uma representação do mundo moderno, né, que se apresenta aí após as grandes descobertas, após as grandes navegações. E essa imagem tem uma significação muito importante, porque ela mostra exatamente a amplificação geográfica da representação do mundo, né, que é colocada de uma maneira literal na carta, ao colocar uma imagem sobre a outra. Esse mundo dividido em 4 partes. Então, essa representação espacial, ela é, na verdade, um acontecimento intelectual, no qual Ortelius vai sublinhar, remarcar, reforçar essa imagem icônica, né? Bom, então, em cada uma dessas latitudes e longitudes, ele mostra, então, a estreiteza dessa representação do mundo conhecida pelos antigos e a expansão desse mundo agora conhecido pelos modernos. Principalmente, Ortelius está sublinhando não somente uma diferença de escala entre o mundo dos antigos e o mundo dos modernos, mas principalmente uma distância intelectual que separa o tempo dos antigos da época aberta pelas grandes navegações de descoberta em direção à África e ao Oceânico Índico, mas também em direção à América e ao Pacífico. Donc, l'économie des anciens est brutalement interrompue par les lignes abstraites de la grille des coordonnées, et elle apparaît comme une figure tronquée qui attend d'être complétée ou achevée. Cette économie flotte, pour ainsi dire, sur les blancs de la carte ou de la page, placée au centre d'une map monde vide, comme si l'on attendait que les vides soient remplis par les vignettes qui l'entourent, les vignettes glissant, pour ainsi dire, depuis le cadre ou les marges vers le centre. Cette image donc est orientée du point de vue intellectuel. Entre le centre et les marges se déploie très exactement l'espace des découvertes modernes, l'espace de la modernité, si l'on veut. Les décisions proprement cartographiques d'Ortelius, tant du point de vue du contenu que de la forme adoptée pour la représentation, vont répercuter la même attitude. Ortelius ne cherche pas, pour ce qu'il concerne, à représenter la Terre habitée comme les anciens le faisaient. Les continents anciens sont présentés tels qu'ils sont connus en 1590. Le fond de carte utilisé est très proche de la map monde moderne, si l'on veut, qui est placée au début du Theatrum Orbis Terrarum en 1570, à la différence près des formations projectives. Tout se passe comme si, à vrai dire, Ortelius avait découpé dans la map monde récente l'espace circonscrit de l'écoumène ancien. C'est sur un fond de carte et à l'intérieur d'un cadre moderne que les lignes géographiques anciens sont disposées, dans un geste intellectuel qui ne consiste pas tant à retrouver l'intention initiale de l'univers mental antique et médiéval qu'à le recueillir et à le présenter à l'inverse de manière critique. La forme choisie par Ortelius pour représenter la géographie ancienne et l'histoire ancienne reflète son point de vue d'historien. Il décrit une vision du monde dont il ne partage plus les données, le contenu, les présupposés et les intentions, et il veut mettre en valeur la distance avec laquelle le spectateur doit considérer ce qui lui est montré. Então, brutalmente interrompido pelas linhas abstratas da rede de coordenadas cosmográficas, a representação do mundo dos antigos aparece como uma figura interrompida, né, que parece que não foi completada. Ela flutua, por assim dizer, nos brancos da carta ou da página, colocada ao centro de um mapa vazio, né, como se esses vazios fossem ser repreenchidos, né, preenchidos pelas vinhetas que estão no seu entorno, né, e que levam
o quadro das margens para o centro. Essa imagem é intelectualmente orientada entre o centro e as margens, se coloca exatamente o espaço das descobertas modernas. As decisões propriamente cartográficas de Ortelius, tanto do ponto de vista do conteúdo como da forma adotada para a representação, repercutem a mesma atitude. Ortelius não para, não procura, não procura, no que concerne a representação da terra habitada, como os... Não fez sentido o jeito que eu falei. Então Ortélio não deixa, né, de representar a terra habitada como os antigos faziam. Os continentes antigos são apresentados tais quais eles eram conhecidos em 1590. Entendi agora. Né? Na verdade, ele está representando a carta não exatamente como os antigos representavam, mas exatamente como eram conhecidos em 1590. Então, o fundo da carta, na verdade, utiliza um mapa-mundo moderno, colocado exatamente na primeira edição do mapa do Teatro Orbis Terrarum de 1570. A única diferença são as projeções. Tudo se passa como se, na verdade, Ortelius tivesse recortado de um mapa-mundo recente o espaço circunscrito da representação do mundo antigo. Então, é sobre essa carta e no interior de um quadro moderno que os nomes geográficos antigos são dispostos num gesto intelectual que não consiste, que consiste apenas em encontrar a intenção inicial de um universo mental antigo e medieval que se apresenta ao inverso de uma maneira crítica. Essa forma escolhida por Ortelius para representar a geografia antiga reflete, então, seu ponto de vista histórico. Ele descreve uma visão do mundo que não partilha... Peraí, eu tenho que ler a frase inteira. Então, ele descreve uma visão do mundo que não partilha mais que dar o conteúdo, os pressupostos e as intenções, e que pretende apresentar a distância entre... Nossa, fiz uma confusão aqui. Fui ler pedaço por pedaço. J'étais sûrement désolé d'être aussi compliqué. Bom, ele faz uma visão de mundo do qual ele não partilha mais dos dados, do conteúdo, dos pressupostos, e ele quer valorizar a distância entre o espectador, que o espectador deve ter em relação àquilo que é mostrado. Né? Desculpa, é que eu fui lendo pedaço por pedaço e não consegui ler a frase inteira. Je suis plus en plus honteux, en fait. Je reprends. Par conséquent, donc, dans cette perspective, on ne peut pas également se contenter de réduire le parergone à un simple instrument de visualisation de l'histoire ancienne. L'ouvrage contient d'autres dimensions. Plus exactement, le parergone non seulement aide à lire les histoires, parce qu'il montre les lieux de l'histoire, mais il est pensé également par Ortelius comme un espace visuel de discussion des sources, voire de critique des historiens. Un des enjeux de l'ouvrage d'Ortelius, il ne faut pas l'oublier, réside dans la question de la localisation des toponymes anciens. Question qui n'est pas tant cartographique que lexicographique. Mais une question qui constitue, pour Ortelius, dans les années où il élabore le parergone, une partie tout à fait importante de son travail d'érudition et d'investigation. Nessa perspectiva, não se pode reduzir o suplemento a um simples instrumento de visualização da história antiga. A obra continha outras dimensões.
mais exatamente, não somente para ajudar a ler as histórias, né, que os lugares eram mostradas, mas também como espaço visual de discussão das fontes, inclusive, quer dizer, de crítica histórica. Um dos aspectos da obra de Ortelius, que não se pode esquecer, reside na questão da localização dos topônimos antigos, né? Era uma questão de lexicografia, uma parte muito importante do trabalho de investigação desse erudito.